Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Canal 2 International. Nous sommes ici à Libreville dans cet entretien avec le ministre des Comptes publics et de la dette qui nous fait l'honneur de nous recevoir. Et cet entretien va en droite ligne avec l'élection présidentielle qui s'est tenue ici le 12 avril dernier. Dans un Gabon en quête de réformes profondes et de transparence, le ministère des Comptes publics et de la dette est en première ligne, chargé de piloter les finances publiques, de veiller à la discipline budgétaire et d'optimiser plutôt la gestion de la dette. Ce ministère joue un rôle crucial dans la réussite du plan de relance de l'économie du pays, depuis l'introduction de la budgétisation par objectif de programme jusqu'à la mise en place d'outils de transparence comme la charte de l'entreprise citoyenne. Les chantiers sont vastes, les promesses également nombreuses, mais derrière les textes et les discours, des questions persistent sur l'efficacité réelle de ces réformes, la soutenabilité de la dette et de la capacité de l'État à garantir une utilisation rigoureuse des ressources. Dans cet entretien, nous interrogeons le ministre sur les zones d'ombre justement et les attentes fortes d'une population qui réclame des résultats concrets. Monsieur le ministre des Comptes publics et de la dette, Charles Omba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Canal 2 International. Je suis très heureux de retrouver Canal 2 International. J'ai déjà eu l'occasion de répondre à vos micros à l'occasion l'année dernière du roadshow que nous avons fait à Douala notamment pour indiquer que nous avions besoin de lever beaucoup d'argent pour la gestion de notre trésorerie. Donc c'est un plaisir de vous accueillir à Libreville. C'est une chaîne que vous connaissez déjà. Voilà. Monsieur le ministre, je pose la première question. Malgré des efforts affichés, je l'ai dit tout à l'heure, à travers des réformes, j'ai envie de dire audacieuses, et le citoyen lambda, le citoyen gabonais a encore du mal à percevoir l'impact réel de celle-ci, l'impact réel de ces réformes sur son quotidien. Je pose la question directement, où en est-on avec l'exécution de la budgétisation par objectif des programmes, qui est un programme cher quand même au Gabon? Bon, non, mais vous évoquez deux aspects. L'un est pour moi très important. Comment est-ce que la politique budgétaire change concrètement la vie des Gabonais? Deuxièmement, la méthode, parce que la budgétisation par objectif de programme est une méthode de gestion. En clair et très simplement, et j'allais dire en français facile, je comprendrais mes compatriotes s'ils me disent votre technique, votre méthode est bonne, mais nous n'avons rien concrètement. Concrètement, la vie des Gabonais change considérablement, je pense, depuis le 30 août 2023, parce que en matière budgétaire, nous avons fait un budget qui repose sur essentiellement deux grands pieds. La question de la restauration, de la construction de notre pays avec les équipements, les routes, les hôpitaux, les universités, les écoles, les ponts, etc., etc. Un deuxième grand pan qui concerne j'allais dire le caractère social de notre budget, avec des initiatives importantes, le rétablissement des bourses pour les scolaires, les bourses pour le secondaire et l'université, les subventions qui sont accordées à des dépenses importantes pour les Gabonais comme les hydrocarbures, le pétrole lampant, l'essence bien sûr, etc. Nous allons jusqu'à subventionner la farine parce que nous n'avons pas encore trouvé dans nos pays, et dans notre pays, le moyen de faire du pain avec de la farine de manioc. La farine de manioc, de patates et autres. Donc nous importons du blé et dans sa magnanimité, dans son empathie pour nos populations, le président de la République, maintenant le président élu, a indiqué, accepté et proposé que nous attribuions une subvention, par exemple, à la farine de blé. Non, je crois que avec le gouvernement de transition, le président de la République a montré qu'il était possible de changer la vie concrète des Gabonais
peu importe la méthode. Cela dit, puisque vous m'interrogez sur la budgétisation par objectif de programme, c'est une réforme qui est en cours. Vous savez que moi j'ai de la chance d'avoir fait une partie de ma carrière, de ma longue carrière à l'étranger, et notamment en France, d'où nous vient la budgétisation par objectif de programme. Eh bien, cette méthode a été étudiée pendant 1-2 décennies, y compris dans les plus grandes écoles, testée dans 4 ministères pilotes avant d'être généralisée. Il faut que nous fassions la même chose et que nous acceptions que c'est une réforme au long cours qui permettra à terme, nous l'espérons tous, de réaliser... Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle commence à prendre, Monsieur le ministre? Oui, à vrai dire, je suis un pragmatique. J'essaie d'être comme mon président, pragmatique. Je suis moins intéressé à la démarche de méthode en réalité. Et pourtant, Dieu seul sait, je suis pourtant expert comptable. Mais je pense que ça prend, objectif de programme. On comprend bien qu'il faut arrêter des budgets avec des objectifs précis. Ça, tout le monde le comprend bien. Et une question qui revient également, c'est la rationalisation des dépenses, des dépenses de l'État notamment. Pourtant, on a le sentiment que certains scandales liés à des dérives budgétaires persistent, Monsieur le ministre. Vous Comment pensez expliquer à quoi quand vous dites ça? Moi, je suis très surpris, je suis très... vous voyez, la question me fait sourire. C'est vrai que notre pays a connu un contexte assez particulier ces 14 dernières années. Je veux dire les 14 années avant le coup d'État du 30 août 2023. Là, oui, on a constaté des dérives. Je peux vous en donner une. Je peux dire que, par exemple, de 2010 à 2022-2023, notre pays a disposé de quelque chose comme à peu près 18 000 milliards de francs CFA consacrés à l'investissement. On n'a rien vu. Alors, si vous regardez sur le terrain, on n'a rien vu, pas de pont, pas de route, pas de construction nouvelle. Au contraire, on a cassé des choses. Par exemple, la Cité de la démocratie que nous sommes obligés de reconstruire aujourd'hui, nous la ferons en beaucoup mieux, c'est évident. Les dérives, l'évaporation financière, à mon avis, ça c'est la période d'avant le 30 août. Depuis le 30 août, je ne sache pas qu'il y ait un scandale particulier, à part des soupçons qui peuvent être évoqués sur la gestion de tel ou tel dossier. Mais jusqu'à ce jour, je ne sache pas, honnêtement, et je le dis la rigueur, la méthode, depuis le 30 août 2023 a fait que, justement, on est dans un environnement un peu plus assaini. Alors, j'aime pas beaucoup ce terme de paradigme. On a vraiment changé d'époque. Je pense qu'avec Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, on a changé d'époque. La question de la transparence a été mise sur la table tout de suite. Je vous signale que nous avons eu, au titre de l'article 4, une mission du Fonds monétaire en janvier 2024 qui a fait le premier constat que ce que l'on pouvait créditer, ce dont on pouvait créditer notre gouvernement était tous les efforts de transparence et de rigueur budgétaire. D'ailleurs, en 2024, nous avons mis en place une direction générale du contrôle budgétaire et financier. Je veux dire que nous sommes passés d'une époque où il y avait une direction, ça s'appelait la DGB-FIP, Direction générale du budget et des finances publiques, qui était à la fois ordonnateur, qui était à la fois, qui engageait à la fois le budget de l'État, qui était à la fois contrôleur budgétaire et financier. Nous avons mis en place un système qui rappelle que le principe, c'est la séparation des fonctions. Celui qui engage, engage, celui qui contrôle, contrôle, celui qui paye, paye. Donc oui, nous sommes dans une autre époque. Et c'est pour ça que quand vous me parlez de scandale, ça a plutôt tendance à me faire sourire. Mais là aussi, c'est parce que peut-être qu'on croit que les habitudes persistent. Eh bien non, nous sommes entrés dans un système où on veut la transparence. On veut la transparence pour tout. Nous avons commencé, nous l'avons initié en matière budgétaire. Nous poursuivons. Ça n'est pas facile, hein. Rome ne s'est pas construite en un jour. Mais l'idée est celle-là, et c'est ce que, d'ailleurs, le plébiscite
à l'élection présidentielle du président indique de la part des Gabonais, nous sommes contents du chemin que vous avez pris. Nous vous encourageons à poursuivre. C'est le sens des 90% que le président a obtenu le 12 dernier. Monsieur le ministre, on a évoqué tout à l'heure la question de la dette. Le Gabon accumule une dette importante quand même. Oui. Pouvez-vous garantir aujourd'hui que celle-ci est soutenable sans hypothéquer les finances des générations futures? Bien, écoutez, je pense que oui. Je pense que notre dette est soutenable. Nous avons trouvé effectivement une dette extrêmement élevée, environ 7300 milliards, 7288 exactement, selon la comptabilité que j'ai. Je disais qu'au 31 décembre 2024, elle était retombée à 7028. Ça veut dire que nous avions baissé notre stock de dette de 260 milliards. Donc, nous sommes dans une tendance baissière de notre taux d'endettement. Par conséquent, nous la rendons progressivement de plus en plus soutenable. Mais ce qui rend soutenable une dette, c'est la production. Il faut que notre produit intérieur brut, qui se discute d'ailleurs avec notre taux de croissance, se développe pour que nous ayons les moyens à la fois de nourrir l'État, d'engager des investissements, de payer notre dette. Mais je crois que notre dette, j'en ai la conviction, est soutenable et c'est pour cela que nous avons de très nombreux investisseurs qui frappaient à notre porte avant l'élection présidentielle et qui sont de plus en plus nombreux à venir frapper à notre porte parce que notre pays est un pays d'opportunités avec des ressources importantes. Monsieur le ministre, vous avez évoqué des investissements, les investisseurs, et nous entendons très souvent quelques plaintes qui viennent des PME gabonaises, des petites et moyennes entreprises gabonaises, qui dénoncent un accès inégal à la commande publique malgré les réformes engagées, les réformes que vous avez engagées justement. Qu'avez-vous réellement changé pour démocratiser l'accès au marché public? Alors, vous savez que la vie collective est d'abord une question de décision. Eh bien, le président de la République, le CTRI, nous a conduit à prendre un décret qui réservait des marchés publics de moins de 150 millions aux PME gabonaises. Voilà une première action. La deuxième action est effectivement que la nécessité de la transparence. Bien sûr, nous sommes dans un contexte particulier. Nous étions dans un contexte particulier jusqu'au 12 avril, puisque le 12 avril a eu lieu l'élection présidentielle qui enclenche définitivement le retour à l'ordre constitutionnel, l'entrée dans la Ve République. Normal. On peut comprendre que dans la phase de transition dans laquelle nous étions, peut-être que la concurrence a été moins suivi, moins assuré qu'il ne paraît. Mais par exemple, sur les 300 grands marchés d'appel d'offres qui ont été lancés en 2024, un tiers de ces marchés a été gagné par les PME gabonaises. Donc il y a un effort qui est fait, mais vous connaissez la formule, plus on m'en donne, plus j'en réclame. Je comprends aussi, moi qui viens du secteur privé, que les PME gabonaises aient besoin de se faire une place de plus en plus importante. Je dis en plus aux PME gabonaises, aux petites et moyennes entreprises gabonaises, aux petites et moyennes industries qui se créent et qui se développent, qu'elles trouveront chez moi d'abord la porte ouverte, mais en plus la conviction que le développement des petites et moyennes entreprises est une question de sécurité nationale. Donc elles trouveront toujours chez le ministre des Comptes publics et de la dette un allié pour leur développement, et leur développement passe par leur accès au marché public, à la commande publique. Monsieur le ministre, l'État est-il à jour dans le paiement des dettes intérieures, notamment envers les entreprises locales? Sinon, quelle est votre feuille de route pour apurer ces arriérés? Là encore, on entend très souvent de petites plaintes, les dettes envers justement les entreprises locales. Écoutez, moi je vais vous donner quelques chiffres. Entre août 2023, 30 août 2023 et 31 décembre 2024, nous avons bénéficié de quelque chose comme 5200 milliards de ressources.
2500 milliards, c'est-à-dire près de la moitié, a été consacré au paiement de la dette. Quand vous prenez ces 2500 milliards, vous pouvez considérer qu'un tiers, au moins 800 milliards, a été consacré au paiement de la dette intérieure. Donc oui, c'est toujours le principe, plus on m'en donne, plus je réclame. Pour nous, il est important de payer la dette intérieure parce que c'est la dette intérieure qui crée l'activité et c'est l'activité qui crée l'emploi. Donc vous pouvez bien comprendre que nous ne pouvons pas nous contenter de payer la dette si celle-ci ne sert pas à créer de l'activité économique et à créer de l'emploi pour les Gabonais. Donc oui, je comprends qu'il y ait des plaintes, c'est naturel et c'est normal que la dette intérieure et les tenants de cette dette intérieure réclament un peu plus, ils ont raison. Et nous les appuyons dans cet esprit parce qu'il s'agit bien de l'activité économique de notre pays, de la croissance et de l'emploi, notamment pour les jeunes dans notre pays. Une autre question, Monsieur le ministre, très importante, et une question cruciale d'ailleurs, celle des pensions. La Caisse des pensions fait face également à des tensions financières, j'ai envie de dire chroniques d'ailleurs. Comment comptez-vous garantir justement la pérennité des prestations sociales? Non, je ne suis pas du tout, d'accord avec ce point de vue. Bien sûr, au 30 août 2023, l'État avait accumulé une dette sociale importante et notamment pour l'État se présentait la nécessité de payer les rappels de pension de retraite parce que nous entrions dans un nouveau système. Il fallait organiser, mettre en œuvre et réaliser l'arrimage des pensions au système de rémunération. Cela avait généré de la dette, y compris et il fallait en plus prendre en compte celle des rappels qui n'avaient pas été payés. Mais vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à jour de ces rappels, puisque en février de l'année dernière, nous avons payé 50% de ces rappels, et là, nous venons de boucler en 2 fois 28 milliards, donc, cette question des rappels de pensions de retraite. Alors, je ne vais pas dire que la caisse de pension et de prestations familiales est richissime. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je pense que pour l'avenir, compte tenu de la manière dont notre démographie est organisée, la caisse des pensions et des prestations familiales peut présenter des difficultés. Mais je ne crois pas que ces difficultés soient telles aujourd'hui qu'on puisse parler pour elles de tension de trésorerie. D'ailleurs, j'ai signé récemment un arrêté qui autorisait la Caisse des pensions et des prestations familiales, qui avait un petit bas de laine, de le mettre, comment dire, à la banque pour bénéficier de quelques intérêts. Non, je ne crois pas que ce soit juste de dire cela. Il y avait une dette sociale, elle concernait en effet les retraites, mais je pense qu'aujourd'hui nous sommes à jour avec les retraités. Vous nous garantissez justement, Monsieur le ministre, que les prestations sociales seront payées? Là, écoutez, sans difficulté. En tout cas, vous me parlez de celle-ci. Oui, regardez, tout le monde nous a prédit un peu le pire, mais il ne faut pas, comment dire, jeter la pierre aux gens qui sont excessivement précautionneux ou prudents, même si point trop n'en faut. Nous n'avons été à aucun moment dans cette période de transition inquiets sur notre capacité à faire face au traitement des agents publics, par exemple. Donc, oui, il y a de la dette accumulée, de la dette sociale accumulée, elle est ancienne. Oui, il y a une dette vis-à-vis, par exemple, de la CNAM-GS, mais le président de la République vient de donner des instructions pour qu'un certain nombre de marges de manœuvre soient dégagées pour apurer la dette que l'État a accumulée bien avant la transition. C'est l'état d'esprit et nous allons régler progressivement ces problèmes-là. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir sur notre capacité à faire face à nos charges sociales. Monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure la transparence, cette transparence depuis le 30 août 2023. Mais en matière de transparence, on se pose la question, quand est-ce que le Gabon
pourra-t-il se doter d'un portail budgétaire interactif et consultable en temps réel par des citoyens? À quand, Monsieur le ministre? Oui, bientôt. Mais vous savez que une des critiques qui nous était portée à juste titre, parce que nous-mêmes nous la faisons, est l'absence d'un système d'information intégré. Je peux déjà dire que nous avons un budget citoyen, c'est-à-dire qu'il y a une formation, une présentation du budget qui permet à tous les citoyens de bien suivre la question budgétaire. Mais comme vous dites, la technique est là, la technologie est là. Tout ceci, la digitalisation que demande le président de la République est en cours. Nous sommes en train de la mettre en œuvre. Pour ce qui concerne le département ministériel dont j'ai la charge des comptes publics et la dette, nous sommes aujourd'hui engagés dans un projet de mise en place d'un système d'information intégré qui fera que du budget au trésor, en passant par les marchés publics, nous ayons une information unique. Et avec le souci de transparence, forcément, le côté même ludique, interactif, sera rendu possible. Monsieur le ministre, oui. Quelle est donc aujourd'hui la capacité réelle de l'État à auditer, contrôler l'utilisation des fonds publics dans les administrations décentralisées? Écoutez, nous mettons en place, vraiment, je vous ai dit tout à l'heure, le Gabon change d'époque. Et le 12 avril vient marquer d'une pierre blanche vraiment indélébile que définitivement nous avons changé d'époque. Les maîtres mots pour la gestion de notre pays vont être la transparence, la concurrence, la compétence, le contrôle, l'efficacité de la... Je sais bien que en tant que ministre du budget, par exemple, quand on parle d'efficacité, et qui est du métier d'où je viens, quand on parle d'efficacité de la dépense publique, ça peut paraître un mot. Mais si on dit qu'on va mieux, mieux budgéter, mieux évaluer les programmes, qu'on va mettre de la transparence, qu'on va mettre du contrôle, forcément, il va y avoir de l'efficacité de la dépense. Je ne garantis pas qu'il n'y ait pas de, gabégie ou bien non, je garantis qu'il n'y aura pas de gabougie, ça c'est clair. Il n'y aura pas de gabougie. Non, je pense qu'il y aura des déperditions parce que, comme disait l'autre, la révolution se fait en marchant et on corrigera au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est d'être efficace, que l'argent public serve à améliorer les conditions de vie des Gabonais. Dans les structures, c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, dès notre arrivée, y compris pour le budget 2024 et encore plus pour le budget 2025, nous avons accordé une proportion importante au budget d'investissement, 497 en 2024, 50 milliards de plus, 525 à peu près milliards pour 2025. C'est important pour nous d'investir parce que nous voulons nous assurer que le pays est organisé, les routes sont faites, les ponts, les hôpitaux sont construits, etc. etc. Mais je peux vous assurer, le président de la République, le président élu de la République, est un homme qui veille à ce que l'efficacité, le contrôle, la transparence soient présents. Et ça, c'est le gage de la réussite et de l'efficacité de la dépense publique. Enfin, Monsieur le ministre, au-delà des réformes structurelles, cette question rejoint celle que je vous ai posée tout à l'heure. Quel est votre plan à vous pour approcher l'administration du citoyen, l'administration budgétaire notamment, du citoyen, et restaurer la confiance dans l'État? Écoutez, déjà, je pense que la confiance générale est rétablie. Je pense. Hein. Je suis arrivé dès les premiers jours à cette responsabilité, dès les premiers jours du mois de septembre 2023, appelé par le Premier ministre et le chef de l'État. Et j'ai vu le climat changer parce que la confiance est revenue. Vous savez, j'ai une petite anecdote, et c'est le président Omar Bongo qui me soit permis ici de le citer, m'avait dit un jour, la confiance, elle ne s'achète pas et elle ne se vend pas,
elle s'établit par de petites choses. Eh bien, nous faisons ces petites choses-là les unes après les autres. Ça n'est pas un aggiornamento général que l'on va faire. C'est des petites choses par petites choses. C'est du discours et de l'exemplarité. Je crois que pour rapprocher l'administration des administrés, hein, il faut que nous soyons exemplaires, que nous soyons au service, que l'état d'esprit de être au service de la population l'emporte, soit crédible, visible, tout le monde peut le voir, par le président de la transition lui-même qui agit, est sur les chantiers, sur le terrain, et, voilà, pour montrer qu'il faut que nous soyons dans le travail, dans l'effort, et pour être vus, donc d'une certaine manière aussi contrôlés. Hein, parce que quand vous êtes visible, forcément, on vous contrôle, on vous apprécie, on vous évalue. Donc l'idée, c'est ça, c'est on rapprochera l'administration, et notamment l'administration budgétaire des citoyens, en étant transparent, en simplifiant les procédures, en étant pédagogue. Je terminerai peut-être là-dessus avec une petite anecdote pour dire, par exemple, nous avons payé des rappels de soldes. Il y a eu un début de grogne où les gens se plaignaient en disant « Pourquoi est-ce qu'on va à nouveau reposer des dossiers à la direction de la solde ?» Bien, nous avons expliqué que à notre corps défendant, nous n'avons pas encore aujourd'hui une administration particulièrement numérisée, digitalisée, etc. Les éléments qui permettent de calculer la solde, qui sont des éléments juridiques, sont en possession des agents eux-mêmes, qui doivent donc les porter dans leur propre intérêt pour que les calculs soient absolument justes à la direction de la solde. Eh bien, la grogne est tombée. Ça veut dire que nous sommes au service, nous devons expliquer ce que nous faisons. Nous ne faisons pas, nous ne détenons pas non plus la vérité. Quand nous ne faisons pas bien, eh bien, on corrige. On nous rappelle que ce qui est fait pourrait être mieux fait. Eh bien, on corrige ce qu'il y a à faire. Et je crois que d'abord, ça nous ramène au niveau où nous devons être, c'est-à-dire au niveau des gens au service desquels nous sommes. Et puis, ça permet une meilleure communication. Merci, Monsieur le ministre Charles Lomba, d'avoir accepté de répondre aux questions de Canal 2 International. C'est moi qui remercie Canal 2 d'être venu depuis ce cher pays, frère, voisin, jusqu'à Libreville et jusque dans notre bureau au ministère des Comptes publics et de la dette. Merci. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi cet autre entretien exclusif sur Canal 2 et à très bientôt pour un autre. Bonsoir.